On va parler de stratégie à présent. La prochaine étape est de réajuster. Alors on s'interrogera sur ce verbe qui peut tout vouloir dire ou rien d'ailleurs. Réajuster, c'est en tout cas ce que le plus proche conseiller de Zelensky nous dit, Mikhailo Podolyak. Réajuster, on parle de drones, on parle de stratégie sur le terrain. Tout de suite, les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, selon ce proche conseiller, l'Ukraine a décidé de rentrer dans une nouvelle phase de la guerre et elle a un plan, un nouveau plan, j'ai envie de dire. Oui, la confidence est signée Mikhail Podolyak, conseiller en chef du cabinet de Volodymyr Zelensky. Aux médias russes d'opposition Meduza, il explique que la phase de test des systèmes de défense antimissiles russes est terminée. De quoi parle-t-il ? Eh bien, des attaques de drones en Russie et plus précisément à Moscou. Dernière en date, cette nuit, le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu 7 drones ukrainiens au-dessus de la région de Kalouga. Alors Kalouga, c'est ici à environ 180 km au sud-ouest de Moscou. Une attaque terroriste selon les mots du Kremlin qui n'aurait fait ni victimes ni dégâts. Et selon le gouverneur russe de la région de Kalouga, eh bien, c'est en plein survol que ces drones ont été abattus, ce qui laisse penser que la cible de ces drones était Moscou. Depuis plusieurs jours, ça ne nous a pas échappé, Moscou fait l'objet d'attaques de drones. Rappelez-vous, il y a 2 jours déjà, une première attaque avait touché Moscou, un gratte-ciel du quartier financier. Dimanche dernier, d'autres immeubles du même quartier avaient déjà été touchés. Alors au total, Moscou a connu au moins 5 attaques de drones depuis que le Kremlin a été endommagé par l'un d'entre eux. C'était le 3 mai dernier. Par ces attaques, force est de constater une faiblesse dans la défense antiaérienne russe. Voilà ce qu'en dit le spécialiste des armes russes, Samuel Bendet. Si ces frappes de drones ne peuvent pas être correctement interceptées par les défenses aériennes russes, aujourd'hui, alors une attaque de drone véritablement massive n'est probablement pas très loin. Non pas quelques drones, mais une centaine ou plus de drones attaquant Moscou en même temps. Podolyak confirme et dévoile le plan de Kiev. La prochaine étape consiste à intensifier ces attaques de drones. En Russie, il est évident qu'il n'existe pas de système de défense aérien suffisamment mobile pour repousser efficacement de telles attaques. Et pour mener ces attaques massives, Kiev s'est très clairement doté de moyens, de centres d'entraînement, de centres de fabrication de drones. Le gouvernement ukrainien a annoncé la semaine dernière d'ailleurs qu'il allait allouer $1 milliard pour sa production de drones. Le vice-premier ministre Mikhailo Fedorov ne s'en cache pas. Il évoque même une révolution. Nous augmentons la production de drones à longue portée. Je ne peux pas commenter les détails des missions ici, mais dans ce sens, une certaine révolution s'opère également concernant la mise à l'échelle de la production. Alors, on comprend que ce qu'ils appellent l'armée des drones va grossir inéluctablement. Là où c'est paradoxal, c'est que Podolyak, dans le même temps, explique que la Russie n'est pas une cible pour Kiev. Oui, Podolyak qui tient un double discours. Dans cette interview, il évoque ce plan d'attaque massive, mais dans le même temps, affirme se concentrer uniquement sur la reconquête de l'Ukraine. Voilà ce qu'il déclare dans cette interview. Non, nous n'allons pas nous battre dans le cadre d'une guerre offensive et attaquer des installations en Russie. Pour nous, cela n'a pas de sens. Il est important pour nous d'intensifier les attaques contre les infrastructures russes dans les territoires ukrainiens occupés. Kiev n'aurait donc rien à voir avec ces attaques, c'est ce que dit Podolyak, et Poutine devrait plutôt surveiller ses opposants. Nous devons déterminer qui lance vraiment ces drones et sur quel objectif. Il me semble que les auteurs des attaques de drones font une bonne action pour ceux qui sont prêts à prendre le pouvoir en Russie aujourd'hui. Une théorie appuyée par le député russe Leonid Slutsky, cité par l'agence de presse russe TASS. Il affirme qu'il est évident que les drones sont lancés par un réseau d'agents infiltrés opérant sur notre territoire. Voilà pour ces déclarations de Leonid Slutsky. Merci beaucoup Christophe. Gérald Trinquant, on reviendra sur ce côté un peu paradoxal dans l'interview de Mikhailo Podolyak. C'est fréquent en temps de guerre, bien sûr. En tout cas, sur le premier point qui est assez intéressant, lui explique que la phase de test, schématiquement, est achevée et que les vulnérabilités de la Russie sont clairement identifiées côté ukrainien. Oui, mais ça, c'est un grand classique. Quand vous voulez attaquer, vous commencez par tester les systèmes.
on va changer complètement de théâtre. Quand il y avait en Syrie, la guerre en Syrie, au moment des frappes qu'ont fait la France, les Américains et les Britanniques à un moment, en fait, ils avaient prévenu les Russes, et les Russes avaient coupé leur système antimissile. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas que par ces frappes, nous ayons connaissance de l'efficacité ou pas de leur système antimissile. Donc là, on est dans la même configuration, c'est-à-dire que les Ukrainiens, eux, envoient des missiles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des objectifs. Pas des missiles, pardon. Des drones. Ils envoient des drones, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des objectifs. Mais quand ils font leur déplacement, ça leur permet de déterminer quelle est la qualité du système antiaérien. Mais c'est la même chose dans l'autre sens. Je rappelle que Kiev est bien défendu par les systèmes antiaériens. Odessa l'a été beaucoup moins. Parce qu'avoir un système antimissile qui recouvre toute l'Ukraine ou toute la Russie, c'est quasiment impossible. Et coûteux. Voilà, donc il s'agit de trouver les failles. Alors pourquoi à un moment on parle des systèmes antimissiles, ou anti-drones, mobiles ? Parce que quand ils sont mobiles, vous avez du mal à déterminer l'endroit où il y a un trou exactement, puisque par définition, il peut bouger. Donc il y a un trou ce jour-là, le lendemain, il n'y aura peut-être pas de trou. Vous voyez, il sera peut-être déplacé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'il y a bien eu une phase de test dont le but était de déterminer où était la défense antiaérienne. C'est un peu en opposition avec ce qu'il dit à la fin. Oui, on y reviendra. La défense antiaérienne, de façon à pouvoir ensuite, effectivement, lancer des frappes de grande ampleur avec des drones. Et enfin, sur les drones, alors évidemment, ce n'est pas les drones où on voyait une grenade bricolée sur le... Non. Ça, c'est le drone tactique. Donc, c'est très utile pour la tactique. Mais les Ukrainiens ont été très forts pour bricoler des drones qui vont très loin. Vous vous souvenez, la première frappe qui avait eu lieu, les Russes eux-mêmes avaient dit « Ah, mais c'est un ancien missile soviétique qui a été transformé ». Les derniers qu'on a vus, il y avait les Beaver, les fameux, on appelait Beaver, qui ont une espèce de moustache devant, et qui sont des petits avions, en fait, et qui vont très loin, et qui ont été testés plusieurs fois, parce qu'il y en avait un jour qui était tombé dans un parc, où on disait Poutine n'est pas loin, donc c'était pour le cibler. On n'a jamais su ce qui s'était passé, mais il était probablement un peu court. Parce que là aussi, il faut tester. Entre la distance et l'emport de la charge, il y a un calcul à faire, sans compter, bien sûr, le système de navigation qui est à mettre. Et les derniers points, c'est sur ceux qui sont guidés à partir d'opposants ou de gens infiltrés. C'est typiquement le cas de l'attaque sur le Kremlin. Le Kremlin, avec des petits drones. Et là, clairement, c'était forcément un drone actionné par quelqu'un qui était en Russie. Oui, la complexité, Jean-François Boutor, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, il y a une ligne rouge, utiliser du matériel occidental, comme par exemple des drones Reaper, qui sont très performants. Ça, tout à fait. Parce que s'ils le faisaient, ils attendent les F-16, ils attendent éventuellement les attaques MS, et si jamais ils utilisaient avant maintenant du matériel occidental, très probablement ils donneraient des arguments à tous ceux qui ne veulent pas leur en livrer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je pense qu'il faut entendre cette déclaration de Podolyak, comme pratiquement toutes les déclarations de Podolyak. Elle a plusieurs publics. Elle a un public ukrainien, elle a un public russe dans la population et elle a un public russe dans les dirigeants. Et évidemment, elle a une fonction déstabilisante, d'où d'ailleurs le double langage du début, le langage du début qui n'est pas celui de la fin. C'est très clair que les dernières opérations qui ont été extrêmement précises ont créé un trouble à Moscou. Ça, c'est une évidence. Et que dans la foulée, on élargisse la menace, c'est extrêmement important parce que ça crée de l'incertitude dans la direction russe et comme dans la population. D'autant qu'on a vu apparaître ces derniers jours des manifestations de mécontentement à travers l'intensification des gens qui incendient les centres de recrutement. Il y en a eu 28 en quelques jours, sans qu'on sache très bien comment ni pourquoi. Donc, ça avec commence des cocktails Molotov, effectivement. Voilà, on voit ces images beaucoup circuler. Et ça commence. Il y a des choses qui commencent à bouger. Le système a été ébranlé. Si on revient aux conséquences de la marche de Prigojine, qui a vraiment ébranlé Poutine et qui a sans doute mis Poutine dans une difficulté, on est là dans une phase où Poutine, dans la durée, essaie de réinstaller les conditions de son pouvoir. Ramener de l'incertitude, c'est évidemment réalimenter la bataille
à l'intérieur du pouvoir entre ceux qui pensent qu'il va falloir penser à la sortie de guerre et à ceux qui pensent que pour sortir, il faut en faire plus. Donc tout ça fait partie de ça. Alors, Caroline Didier, pour continuer le tour de table. Ouais, en fait, sur les drones, il y a différents modèles. Il y a les multicoptères qui sont identifiables facilement et avec un brouilleur, en fait, on va arrêter le parcours du multicoptère. C'est des éléments qui sont d'origine chinoise au niveau des éléments du multicoptère. Il fonctionne avec un rotor. Et donc, il peut porter 1 à 2 kilos pour larguer éventuellement avoir un petit effet. Et puis après, vous avez les drones avions qui peuvent être identifiables, comme les drones avions iraniens, qui sont facilement détectables par un système de protection, mobile ou pas mobile. Et vous avez les drones qui sont mis en place aujourd'hui avec du bricolage, des aéromodélistes qui font ça en Ukraine et qui travaillent avec le renseignement ukrainien et qui vont fabriquer à partir aussi de multicoptères, mais qui vont avoir une structure d'un véhicule qui va être en fibre de carbone et donc qui ne sera pas identifiable, qui est furtif, mais aussi les drones avions, là, volent entre 2000 et 2500 mètres. Et quand ils sont sur leurs cibles, qui sont des cibles militaires, jamais des cibles civiles, et ils interviennent aussi la nuit, en fait, ils vont se laisser tomber sur la cible et en fait, ils multiplient par 2 leur vitesse. Donc, ce qui se passe, en réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas les identifier, ils sont trop hauts, et en plus, ça va trop vite. Donc, c'est la panique en Russie. L'exemple type, c'était cette semaine à la City, l'immeuble qui a été visé 2 fois. Et donc... Avec des dégâts bien modestes, malgré tout. Mais... Après, au niveau du portage, en fait, le portage va varier en fonction, évidemment, du moteur, du carburant qui va être sur le drone avion et de la cible que vous voulez atteindre. Là, il y a des messages qui sont passés et effectivement, la population, elle commence à être inquiétée. Oui, c'est ça. Alors, Denis Strelkov, inquiété peut-être pas tant que ça. Je pense que... Mais en tout cas, ils ont conscience que des aéronefs, des drones peuvent arriver jusqu'à la capitale. De ce point de vue-là, simplement, c'est une forme de victoire psychologique. Tout d'abord, je vais revenir un peu sur les journalistes. Effectivement, pour la première attaque, ce qui était intéressant, qu'il n'était pas mentionné par les agences de presse russes officielles. Donc, on a vu des images à travers différentes chaînes de Telegram, mais on n'a pas vu des agences de TASS, de RIA Novosti ou d'autres agences qu'on cite ici assez souvent parler de cette attaque. Donc ça, c'est intéressant parce que la deuxième attaque, effectivement, elle a fait parler d'elle. Est-ce qu'on est jusqu'à qu'il y ait une panique à Moscou? Je pense pas quand même que ce sont des attaques qui se sont passées plutôt dans la nuit. C'est un quartier où il y a très peu d'immeubles d'habitation, effectivement, donc on peut pas attendre des bruits d'explosion pendant la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était le même bâtiment qui était visé 2 fois. Donc c'est-à-dire que les Ukrainiens peuvent bien cibler effectivement le même cible. Et c'était aussi le bâtiment qui appartient au ministère du numérique. Donc on a vu même des différents papiers, des documents cités par cette ministère, signé par différents gens, volés dans la rue. Donc tout ça, effectivement, ça peut semer peut-être pas une panique, mais une certaine inquiétude au sein de certaines populations russes, mais pas partout. Donc on ne peut pas dire que ça va gêner les gens qui soutiennent Poutine à l'extérieur de Moscou. C'est pas du tout la même ambiance à Moscou maintenant qu'on a notamment à Belgorod. Il n'y a toujours pas d'alerte aérienne. Donc effectivement, une opération psychologique, mais qui pour l'instant aboutit. Est-ce qu'il est abouti à 100%? Ça, c'est une question. Alors, autre tiroir de la psychologie, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est Podolyak disant « Mais pourquoi irait-on attaquer la Russie? Ça ne nous sert à rien, ce n'est pas des objectifs militaires prioritaires. Nous, on se concentre sur l'Ukraine occupée. » Alors que des déclarations successives, Zelensky disait maintenant la guerre revient en Russie. Et sur le sol russe. Le directeur du renseignement disait mais pourquoi? Bien sûr qu'on va aller frapper en Russie. Donc il y a une contradiction là-dedans. Je ne sais pas qui croit. Moi, je crois les faits. Et il y a effectivement des drones russes qui vont enfin, des drones ukrainiens qui vont en Russie. Oui. Voilà. Bon, Caroline Didier. Il y a une prise de conscience aussi que ces guerres sont de plus en plus technologiques. En étant très ciblées
elles permettent d'éviter des morts de civils, c'est important. Et il faut en France et en Europe qu'on prenne le pas sur des développements et sur aussi, nous on est sur Dog for Ukraine sur des drones de largage de médicaments qui permettent aussi de sauver des vies sur le front. Voilà, rappelons effectivement que le drone peut avoir des utilisations extrêmement bénéfiques aux populations, même sur des incendies. Il commence à y avoir un certain nombre de drones qui... Ce qui est intéressant, c'est le type de drone aussi. On va en parler quelques minutes. Les Chinois, aujourd'hui, peut-être un peu échaudés parce qu'on les a accusés de fournir du matériel, publient un communiqué qui est intéressant pour jurer leur grand Dieu qu'il n'y aura évidemment pas de matériel chinois qui se retrouvera sur le terrain de conflit. L'expansion du contrôle sur la commercialisation de ces drones, c'est un peu compliqué comme phrase, mais est une mesure importante pour démontrer notre position de pays responsable qui œuvre pour la sécurité mondiale et le maintien de la paix. Bref, les Chinois disent pas de drones avec nous, que ce soit d'ailleurs côté ukrainien ou côté russe. Oui, ils le disent d'autant plus que les premières frappes de drones sur la Crimée, si je me souviens bien, c'était un essaim de drones chinois qui était acheté pratiquement, j'allais dire, par Internet. Voilà. Donc, ils en livrent partout. Je pense que cette déclaration, elle vient avec le fait que il y a aussi des choses qui sont en train de bouger à Pékin. Vous avez vu qu'il y a des ministres qui sont déplacés, il y a des ministres des Affaires étrangères qui a disparu. Et qui a été limogé. Voilà, il y a limogé, etc. Il a été limogé. Voilà. Et donc, il y a aussi des... Et Pékin a annoncé qu'elle serait présente dans le grand rassemblement organisé par Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite autour d'une discussion préalable. C'est même pas un plan de paix, mais autour de... Voilà. Et donc, où la Russie ne sera pas. Où la Russie ne sera pas. Voilà. Donc la Chine essaie de montrer qu'elle peut être du côté des conciliateurs. Après, en dessous, ce qu'elle fait, c'est une autre histoire. Caroline Didier. Il y a l'importance des composants, et c'est pour ça qu'en Europe et en France, il faut qu'on soit complètement indépendant sur le sujet des drones, et qui doit être un développement accéléré, parce qu'en fait, ce sont des coûts qui sont très minimes. La production d'un drone, vous allez être sur du 6 000 € sur un drone avion. D'accord ? On n'est pas sur des centaines de milliers d'euros ou des millions. Et à côté de ça, les composants électroniques qui sont pris en fait sur des multicoptères, ils viennent de Chine aujourd'hui. Donc, ils inondent le marché russe pour l'Ukraine facilement. Donc, c'est de la pure hypocrisie. Et après, les Ukrainiens prennent effectivement des modules qui sont sur les multicoptères et ils s'en servent pour réparer des multicoptères et puis aussi pour les drones avions qui sont en train de créer en fonction. Et là, on en est, donc la phase de test, elle est passée, ça fonctionne. Et il va y avoir effectivement des escadrons avec différents gabarits en fonction de l'objectif militaire. Et des essaims, comme on dit. Ouais, des essaims, ça sera peut-être plus sur les multicoptères. Là, vous êtes sur des drones avions, donc avec des gabarits variables. Et puis, on a vu les drones maritimes, qui sont encore sur du 5 mètres avec différents modèles de moteurs. Et donc, l'embarqué est différent en fonction de la stratégie, donc les caméras éventuellement. Et donc, il est important que nous, en France, et moi j'appuie là-dessus, sur le fait qu'on arrive à avoir des solutions qui soient 100% françaises, et on en est capable. L'appel est lancé, il y sera entendu. En tout cas, cette dronisation, on n'arrête pas d'en parler, mais la multiplication de ces drones, qu'ils soient navals d'ailleurs, effectivement, Caroline Didier vient d'en parler, ou sous-marins ou aériens, est vraiment sans doute le phénomène le plus incroyable du conflit en ce moment. L'armée des drones, comme elle s'est baptisée côté ukrainien, va bénéficier d'1 milliard de $. On imagine le nombre de drones qu'ils vont pouvoir développer. C'est frappant, non ? Oui, alors ça c'est en fait le révélateur, un peu au Moyen-Orient, mais surtout Azerbaïdjan. Au moment de la guerre Arménie-Azerbaïdjan, ce sont les drones fournis par les Turcs qui ont remporté la mise. Et donc très important, depuis le début de la guerre, ça se développe beaucoup. Juste un point sur la déclaration chinoise, c'est le problème de ce qu'on appelle l'équipement dual. Il sert en civil et il sert en militaire. Oui. Vous pouvez aller acheter un drone chinois. Je parle des drones tactiques, des petits drones. Là. Et vous pouvez et puis, c'est ce qu'ont fait les Russes. Ils ont acheté plein par d'autres biais. Il ne va pas l'acheter directement en Chine, il va acheter ailleurs. Puis, et ils se font livrer plein. Et donc, c'est là qu'il y a une surveillance. En France, vous avez une réglementation extrêmement rigide sur l'armement de type dual.
il faut une autorisation pour l'exporter. Ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, le deuxième aspect, ça c'est pour le drone coup complet, j'allais dire. Hein. Et puis le deuxième aspect, effectivement, c'est pour les sous-ensembles. Et dans les sous-ensembles, effectivement, il y a des puces critiques qu'il faut avoir. Alors je vous rassure, en ce qui concerne la France, dans la loi de programmation militaire qui vient d'être votée, il y a un nombre de drones impressionnant. Il y a même une société qui a fait un truc extraordinaire. Vous savez qu'on parle de l'euro-drone depuis à peu près 10 ans, et il a pris à peu près 20 ans de retard, le drone. Et là, il y a une société qui, sur ses fonds propres, a présenté un drone, et le chef d'état-major de l'armée de l'air a dit « ça nous intéresse beaucoup, et on va regarder ça ». Donc ça veut dire que cette mode, pardonnez-moi du mot, entre guillemets, de drone, produit ses effets, et que dans le budget qui est prévu, il y a beaucoup prévu pour les drones, que ce soit les tactiques, les stratégiques, etc. Et dans les tactiques, l'armée de terre, pour vous donner un chiffre, estime qu'un drone, ça vole 3 fois, 4 fois maximum, pas plus. Il est détruit. Et donc, il en faut à peu près 3 à 4 000 pour commencer. Voilà. En fait, la technologie maintenant permet aussi d'avoir des drones qui font du largage de drones. Donc là, pour le coup, qui peuvent être soit des drones avions, soit du multicoptère, et avec des drones qui sont capables d'aller et de revenir, en fait, sur des grandes distances, sur du 800 km, avec des portages jusqu'à 50-80 kg. Et on n'a pas parlé de drones synchronisés avec de l'intelligence artificielle qui peuvent voler. C'est l'avion futur qui est prévu avec ça. C'est ça, effectivement. Et Denis Strelkov, côté russe, ça avance aussi. Enfin, il y a une compétition, il y a une course technologique qui se fait. Les Russes ne sont pas complètement à la traîne non plus. Oui, effectivement, quand vous avez parlé de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, effectivement, il était beaucoup surveillé également par les Russes. On a bien vu que aussi à l'époque, les Russes ont bien essayé d'obtenir des mêmes drones Bayraktar turcs qui sont utilisés, y compris en Ukraine. Donc, ils n'ont pas réussi, mais par contre, il y a beaucoup de production locale, et on sait aussi qu'il y a des drones iraniens qui sont fournis à la Russie. On sait aussi qu'il y a la production de ces drones qui soit se prépare, soit est déjà mise en place en Russie. Donc il y a cette guerre, effectivement, quand on parle de l'économie de guerre qui est développée par les Russes, il ne faut pas exclure les drones. Il y a des spécialistes qui sont bien conscients de leur importance. Mais il y a différents niveaux de technologie. Et le drone iranien est de beaucoup moins belle technologie que le Beaver qui est mis en place par du bricolage. C'est un drone kamikaze de base, quoi. Ouais, c'est surtout qu'il est identifiable, en fait. Alors que le vrai sujet aujourd'hui, là, c'est qu'ils ne peuvent pas l'identifier, en fait. Il faudrait qu'il soit en attente et qu'au dernier moment, il l'intercepte. Alors, avant de passer à vos cartes blanches, pour conclure, ce qu'on retiendra de Podolyak, je me tourne vers vous, messieurs, c'est qu'il parle d'une vulnérabilité et de la possibilité d'aller frapper côté russe, avec beaucoup de confiance, pour le coup, Jean-François Boutard. De toute façon, du côté ukrainien, ce qu'il faut afficher, c'est la confiance, en réalité. C'est absolument majeur. C'est de montrer que on est maintenant à 1 an et demi de guerre, hein, pratiquement. Eh bien, la confiance est toujours là. Tandis que du côté russe, eh bien, l'inquiétude ou l'incertitude est en place. Et ça fait la différence. Depuis le début de la guerre, d'ailleurs, ça fait la différence. Et c'est là-dessus que si on donne aux Ukrainiens les moyens d'étayer cette confiance par des armes, par des outils qui leur permettent de continuer à se battre, eh bien, c'est là-dessus que se fera la différence. 1 an et demi de guerre, ce sera le 24 août, et c'est aussi la fête de l'indépendance ukrainienne. Et pour le coup, Zelensky et d'autres ont promis des actions spectaculaires ce 24 août-là. Ça passera forcément par les drones, pour vous, mon général ? Il y aura forcément quelque chose avec les drones, mais on est à 1 mois de cette date. 20 jours 21 jours. Oui, 20 3 jours, semaines. Oui. 20 jours. Et j'attends ce qui se passe sur le front actuellement. Hein, et pour l'instant, on n'a pas de bonnes nouvelles éclatantes. On a un peu du piétinement et ça devient difficile. Hein. Caroline Didier, pour conclure. C'est obligatoirement par les drones, parce qu'en fait, au niveau des armes occidentales, elles ne peuvent pas être utilisées, au niveau des licences d'exportation pour la donation, et donc obligatoirement, ça passe par les drones aujourd'hui, à moins d'avoir du vieux matériel. Pour frapper en territoire russe, vous voulez dire. Exactement. Ouais. Sur des cibles toujours militaires, hein, sur des cibles logistiques ou d'approvisionnement.
Il faut avoir beaucoup de prudence là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé qu'il y aura des frappes décisives par la Russie le 9 mai, par exemple. Donc, c'était beaucoup question de dates. Sauf qu'on a bien vu que parfois les attaques, ça se passe au bon moment. Donc, quand il n'y a pas de systèmes de défense qui sont activés. Donc, là aussi, on peut s'attendre à quelque chose, pas peut-être le 24, mais autour de ce chiffre. Oui, c'est vrai que les attaques annoncées ne se produisent pas toujours. En effet, ce qui est une stratégie classique à la guerre.